À Luxembourg, on a la chance d'avoir un ministère qui traite de la question du genre et ce ministère a un programme qui est le label Action Positive qui permet aussi de donner de la visibilité à les thématiques du genre. Bienvenue dans cet épisode d'Empowering Journey où nous discutons ensemble de la manière dont les femmes, dans un monde professionnel encore très masculin, trouvent leur propre chemin, surmontent les obstacles et découvrent de nouvelles opportunités. Ici, nous mettons en lumière de nouvelles perspectives qui transforment progressivement le monde du travail. Je m'appelle Sandy Nonweiler, je suis porte-parole des CAVL et je suis aujourd'hui en studio avec Nancy Thomas, directrice de l'IMS Luxembourg. Bonjour. Bonjour Sandy. Quand on parle d'égalité femmes-hommes en entreprise, on pense souvent à des situations individuelles ou à des politiques internes. Mais il y a aussi une lecture encore plus large. Celle des tendances du fond, des évolutions culturelles et du rôle que peuvent jouer des acteurs collectifs pour faire évoluer les pratiques. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Nancy Thomas, directrice d'IMS Luxembourg, et avec elle, on va prendre un peu de hauteur, observer ce qui a changé ces dernières années, ce qui résiste encore et comment les entreprises peuvent progresser ensemble. Bonjour Nancy, merci d'être avec nous. Merci Sandy pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Alors, le sujet du podcast aujourd'hui, c'est égalité femmes-hommes en entreprise, tendances observées et leviers collectifs. Et donc, pour commencer, je propose que tu présentes toi-même un peu brièvement et aussi rappeler le rôle d'IMS Luxembourg auprès des entreprises. Merci pour la question. Donc, IMS, ça signifie Inspiring More Sustainability. Nous sommes une organisation sans but lucratif qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine. L'objet de notre association, c'est de rassembler des parties prenantes et notamment principalement des entreprises privées, mais pas que, parce que nous avons aussi des organisations publiques et des associations ou beaucoup d'organisations du secteur non-profit qui sont aussi membres de notre organisation. Et nous les accompagnons vers plus de durabilité et des changements pérennes au niveau des modèles économiques. Pour ce faire, on travaille sur les 3 piliers du développement durable, donc People, Planet et Prosperity. Et donc, l'une de nos activités, parmi tant d'autres au sein de l'association, est de travailler sur la diversité et l'inclusion au travers d'un projet qui est la Charte de la diversité Let's Voyage, qui a été lancée donc en 2012. On a aujourd'hui beaucoup d'organisations qui ont rejoint cette Charte de la diversité, dont les CFL font partie. Et tous ces signataires, on les accompagne et on essaye d'œuvrer avec eux vers plus de diversité et d'inclusion au niveau national. Et donc, quand on parle de diversité et d'inclusion, la thématique du genre est un des sujets phares, j'ai envie de dire, autour de ces thématiques. Voilà, cela en est un, mais il y en a, comme tu le dis, beaucoup dans cette organisation. Alors, exactement, à Luxembourg, il y a 7 critères légaux et le genre en est un. Nous sommes par exemple aussi actifs à IMS sur la thématique du handicap. On a aussi beaucoup travaillé sur l'orientation sexuelle dans le monde du travail. Il existe donc de nombreux outils qui sont disponibles et ouverts à tous en open source sur notre site internet. Et donc, dans votre rôle d'observatoire des pratiques, qu'est-ce qui a le plus évolué ces dernières années dans les entreprises luxembourgeoises si on parle égalité femmes-hommes? Alors, sur l'égalité femmes-hommes, on regarde les pratiques des signataires de la Charte de la diversité, puisque dès le lancement de la Charte, on a décidé de mesurer ce qui se faisait dans les organisations au travers d'un baromètre. Chaque 3 années, donc les signataires ont pour obligation, c'est une de leurs obligations quand ils s'engagent au travers de cette Charte, de compléter un questionnaire, qui est un questionnaire national, mais aussi on a des questions communes avec aussi les autres chartes en Europe, et on y reviendra par après. Et donc, depuis le premier baromètre qui date de 2014, la thématique du genre, donc c'est ce que déclarent les signataires, c'est toujours le sujet qui a le plus été traité. Et là, j'ai envie de dire que je crois que la data, c'est 9 organisations sur 10 le placent dans leur priorité. Donc, c'est un des critères légaux le plus mis en avant et le plus travaillé dans les organisations. C'est potentiellement aussi grâce au ministère, puisque à Luxembourg, on a la chance d'avoir un ministère qui a donc dans le temps changé de nom, mais qui traite de la question du genre. Et ce ministère a un programme qui est le label Action Positive, qui permet aussi de donner de la visibilité à les thématiques du genre. Et sur les dernières années, on a aussi, donc avec le nouveau gouvernement, ce ministère de l'égalité des genres et de la diversité, qui regroupe cette thématique et qui met en avant aussi la thématique de la diversité et de l'inclusion de manière officielle.
Et puis dans l'actualité récente, on voit aussi des réglementations qui arrivent, notamment sur la transparence des salaires, puisque l'objectif ici sur cette réglementation, c'est aussi de pouvoir voir ce qui se passe vraiment spécifiquement sur les salaires entre hommes et femmes. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai tout récemment lu un reportage que au Luxembourg, les femmes seraient même mieux payées parfois que les hommes par rapport à l'Union Oui, au niveau européenne. national, en effet, cette data est exacte, oui, c'est ça. À l'inverse, sur quel point as-tu encore la perception, le sentiment que les progrès sont plus lents, voire même fragiles? Donc si on prend un peu de hauteur par rapport à ce que j'ai évoqué précédemment, donc sur les critères, donc j'évoquais le genre, le handicap par exemple, de manière transverse, on a tout ce qui touche aux biais inconscients et aux stéréotypes. Et donc là, plus largement, à toutes les thématiques d'inclusion et de diversité. Et ça, on en a tous, en fait, des stéréotypes et des biais inconscients. Et c'est quand une organisation nous interroge sur ce qu'elle peut ou doit faire sur les sujets de diversité et d'inclusion, c'est la première chose qu'on dit qu'il faut travailler pour que chacun et chacune puisse prendre conscience qu'on a tous, en fait, des biais. Et quand on en prend conscience, on peut plus facilement aussi faire attention à certaines situations dans la vie quotidienne et donc dans les organisations. Ça, c'est un premier point. Un second qui a aussi été beaucoup évoqué lors de la conférence, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle et tout ce que les organisations peuvent mettre en place autour de cette thématique-là. Et finalement, peu importe quels sont les critères sur lesquels on veut travailler, c'est transverse et ça permet de toucher chacun et chacune dans les organisations. Donc, je pense que ces deux points-là seraient pour moi des actions à mener de manière prioritaire. Il y a déjà beaucoup de bonnes pratiques qu'on a pu évoquer qui sont mises en place, mais c'est pas encore assez répandu dans les organisations. Maintenant, d'un point de vue IMS, si on regarde maintenant plus étroitement donc l'égalité femmes-hommes, pourquoi on doit le considérer comme un sujet de diversité à part entière et non pas un thème isolé ou parmi d'autres? La question de l'égalité homme-femme est l'un des sujets prioritaires parce qu'en fait, donc au niveau statistique, les femmes représentent donc statistiquement la moitié de la population à peu près. Donc forcément, c'est l'un des critères qui est toujours le plus mis en avant. Enfin, c'est ce qu'on voit, puisque évidemment, statistiquement, on touche le plus de monde. Et donc, les organisations doivent aussi se faire la représentation de ce qui se fait dans la société et donc pas forcément avoir un équilibre parfait, puisque en fonction de différents secteurs d'activité ou différents métiers, il est vrai que parfois, on a moins de femmes ou moins d'hommes, hein, ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Mais les organisations peuvent mettre beaucoup d'actions en place pour essayer d'avoir un équilibre. Après, ce que nous, on préconise, c'est pas forcément non plus de faire que le focus sur l'un ou l'autre critère, mais c'est d'essayer d'être le plus inclusif possible, quels que soient les critères de diversité, et de penser finalement à être inclusif et que chacun et chacune puisse être soi-même dans l'organisation. Tu le dis, on représente en tant que femme la moitié de la population du Luxembourg et dans des temps tourmentés tels que ceci, les droits et l'influence des femmes est en train de se détériorer à nouveau. Donc, je crois que c'est un point très important que tu dis. Et si on continue dans cette filée, donc, qu'est-ce qui fait la différence entre une entreprise qui affiche des engagements et une entreprise qui fait réellement évoluer ses pratiques? Celle qui fait réellement évoluer ses pratiques, j'aimerais qu'elles en parlent d'ailleurs. C'était bien qu'on ait cette conférence et que vous poussiez aussi les entreprises à témoigner parce que finalement, entre celles qui font et celles qui ne le font pas, si on n'en parle pas, on ne sait pas non plus ce qui est fait et ça donne pas de visibilité aux thématiques. Donc ça, c'est bien de pouvoir le mettre en avant. Et effectivement, on a des organisations qui vont être peu ou pas actives et tant mieux qu'elles ne parlent pas si elles ne font rien. J'ai tendance à dire que c'est très dommage pour elles parce que malheureusement, elles n'ont pas compris que justement, elles pouvaient s'adresser à la moitié de la population et essayer d'attirer un vocabulaire qu'on entend souvent, d'attirer des talents. Et donc, clairement, se priver d'une moitié de la population, c'est quand même dommage. Et cette diversité, cette inclusion dans l'organisation, pas que sur le genre, mais apporte énormément de richesse aux entreprises qui y font attention. Puisque quand un ou une salariée peut être lui-même et se sentir bien dans son organisation et être à sa place,
on sait que ces personnes vont être beaucoup plus performantes. On sait, par exemple, dans des études qui ont été menées, qu'une personne, donc ça c'était surtout ce qu'on a fait comme travail sur l'orientation sexuelle dans le monde du travail, il y a des études qui démontrent qu'une personne qui va cacher en fait son orientation sur son lieu de travail va être 30 à 40% moins performante qu'une autre, parce qu'en permanence, son cerveau va essayer de se dire qu'est-ce que je vais raconter comme histoire à ce moment-là, parce que je dois pas dire que, etc. Et donc, en permanence, le cerveau est en train de pomper de l'énergie et de réfléchir pour ne pas être soi-même finalement au niveau du groupe, alors que simplement, on pourrait être nous-mêmes et pouvoir être plus performant. Et ça, c'est des faits réels, en fait. Oui, c'est quelque chose qui va au-delà de l'enjeu social. C'est vraiment un levier de Bien sûr. performance, d'innovation Et c'est vrai qu'on et nous de a justesse. beaucoup demandé, mais pourquoi vous travaillez sur ce sujet de l'orientation sexuelle? Qu'est-ce que ça vient faire dans le monde du travail? Et en fait, oui, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie privée, mais c'est pas le sujet. Mais en fait, c'est juste laisser la place aux gens de pouvoir être eux-mêmes, de pouvoir exprimer ce qu'ils ont envie de partager avec les autres et de pas avoir un code ou une culture qui dit que voilà, dans l'organisation, c'est juste un papa, une maman, des enfants, et tout ce qui sort de cette image et cette iconographie, ça a pas l'air d'être OK, quoi. Et parfois, juste en le disant, en changeant aussi justement les images véhiculées dans l'organisation, parfois ça ouvre juste des possibilités énormes que chacun et chacune puisse libérer la parole ou juste être soi-même, en fait. Être soi-même, voilà. Vous, en tant qu'IMS, vous venez de lancer également un groupe de travail sur le sexisme et l'harcèlement sexuel en entreprise. Qu'est-ce qui a motivé à faire cette initiative aujourd'hui? Alors, c'est une longue collaboration avec la ville de Luxembourg qui a commencé il y a très longtemps, puisque la ville faisait partie aussi des... C'était la première organisation qui a signé la Charte de la diversité, donc en 2012. C'était Monsieur Bettel à l'époque, donc c'était la première signature de notre Charte de la diversité. Donc ça fait très longtemps qu'on travaille main dans la main avec la ville, et on a accentué cette collaboration en début d'année dernière avec la signature d'une convention pour laquelle on a plusieurs actions et initiatives qu'on mène avec la ville, et notamment plus d'actions et d'activités autour des thématiques de diversité et d'inclusion. On avait collaboré les années avant de signer la convention sur des ateliers pratiques pour essayer aussi de nourrir le plan d'action de la ville sur ces thématiques-là, en faisant travailler aussi les entreprises et en écoutant ce qui se disait sur le terrain. Et on avait identifié cette thématique comme un sujet important. Et donc, on a décidé de créer un petit... Donc, c'est une petite task force. Il n'y a pas beaucoup d'organisations qui en font partie. Évidemment, la ville lead ça avec nous. Et l'objectif, c'est d'essayer de comprendre ce qui joue aussi dans les entreprises autour de cette thématique et de pouvoir identifier des bonnes pratiques et après d'aller les communiquer largement à toutes les organisations pour essayer d'inspirer. Alors, si on regarde toute la démarche, quel objectif concret vous vous êtes fixé? Est-ce que c'est plutôt une prise de conscience, un outillage des entreprises, évolution des cadres internes? Comment est-ce que je peux m'imaginer ça? Alors, comme beaucoup d'outils qu'IMS développe, ça va être déjà d'expliquer de quoi on parle, parce qu'on se rend compte que on comprend pas, juste en abordant les choses avec les personnes qu'on a mis autour de la table, on n'avait pas tous et toutes les mêmes définitions et les mêmes compréhensions de quoi nous étions en train de parler. Je crois qu'on l'a vu dans la table ronde qui était parfois animée, que oui, on n'a pas tous la même perception de ce que signifie ce sujet, et qui plus est, entre les hommes et les femmes, a priori, il y a aussi des faits qui font qu'on n'a pas les mêmes perceptions sur ces thématiques-là. Donc c'est d'abord une mise à niveau. Voilà, déjà de poser le cadre de quoi on parle. Et ensuite, quand on est dans une organisation et dans une entreprise, parce que ce sujet est souvent tabou, et c'est un peu comme je fais le parallèle avec la thématique de l'orientation sexuelle dans le monde du travail. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que dans la société, dehors, dans la rue, dans sa vie personnelle, ça peut arriver, mais ça peut aussi arriver sur le lieu de travail. Et donc, quels sont les leviers qu'a l'organisation? Quels sont les outils pratiques qu'elle peut mettre en place? Quel est le cadre juridique, le cadre légal? Pouvoir aussi outiller l'organisation au travers de documents déjà formalisés qu'elle pourra utiliser si nécessaire. Et quels sont les processus qu'elle doit mettre en place s'il y a un cas... juste un cas déclaré, comment traiter cette problématique en organisation. Voilà. Donc vraiment être dans le pratique et l'outillage et pas dans des grands discours dont l'organisation ne saurait pas trop quoi faire et comment l'utiliser. Alors pour creuser un peu et sans entrer maintenant dans des cas sensibles, quels sont les enjeux principaux que ce groupe de travail souhaite
donc adresser? Alors, c'est ce que j'ai dit précédemment, hein, les employeurs, donc il y a un cadre légal autour de ce sujet-là, pour être très clair. C'est pas toujours le cas sur tous les sujets, mais là, il y en a un qui est très clair. Et donc, forcément, s'il y a un cadre légal, l'employeur doit déjà bien le connaître et savoir qu'il a une responsabilité autour de ce sujet-là. Et donc, souvent, ce qu'on a pu voir, c'est que parfois, on essaye de ne pas en parler, de cacher le sujet, ou s'il y a j'ai envie de dire une histoire, hein, voilà, je veux pas minimiser cela, mais euh, parfois on va changer l'une ou l'autre personne de service, mais on va pas régler le problème. Donc c'est vraiment prendre ses responsabilités et savoir que c'est un sujet grave et qu'il faut vraiment être actif autour de cette thématique-là. C'est aussi de démontrer que des solutions existent. C'est pour ça qu'on a discuté avec plusieurs organisations, avec des profils différents, pour essayer de voir aussi quelles sont les solutions, comment ces solutions s'adaptent à tout profil d'organisation, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, que ce soit des secteurs de services, d'industrie, et de pouvoir essayer de répondre concrètement aux différents cas de figure qui pourraient se présenter. Voilà. Oui, parce que j'imagine que en fonction des secteurs, les cas sont encore sensiblement différents. Oui, et puis toutes les organisations ne sont pas structurées de la même manière en termes de management, de gouvernance, et donc il faut aussi pouvoir intégrer ça dans le guide. Et puis, oui, une petite entreprise de 10 personnes ou une de 1500, ça va pas impacter pareil l'organisation. Voilà. Alors, ici on est au Luxembourg, comme tu viens de le dire, les organisations sont encore plutôt petites, ou voire même les entreprises, mais vous vous inscrivez aussi en tant qu'IMS dans un réseau européen des chartes de la diversité. Est-ce que là, il y a certaines pratiques que vous avez observées à l'étranger qui vous semblent aussi particulièrement inspirantes ici pour le Luxembourg? Alors, en effet, donc la charte, donc qui a été créée en 2012, intègre ce qu'on appelle la plateforme des chartes de la diversité, qui est coordonnée à la Commission européenne au niveau de la DG Justice. Donc actuellement, il y a bien une charte dans chaque pays d'Europe. On a des réunions régulières, on échange, oui, au moins tous les mois, et après on se réunit aussi physiquement assez régulièrement. On a même des voyages d'échange, et donc il y a beaucoup d'interactions et beaucoup de partage entre chartes au niveau européen. Et c'est vrai que si on veut parler un peu d'actualité, donc on est un peu dans la thématique du backlash autour des questions de diversité et d'inclusion. On est énormément vigilant sur ce sujet-là. Donc à Luxembourg, je touche du bois, on est peu ou pas trop impacté par cela. En Europe, de manière générale, peu aussi. Il y a eu ce qu'on a entendu dire avec les courriers envoyés depuis les ambassades américaines, des choses comme ça, demandant de ne plus travailler sur certaines thématiques. Donc la diversité et l'inclusion au sens large. Le genre faisant partie des sujets à mettre sous le tapis. Pour l'instant, j'ai envie de dire, si on veut faire un panorama global, les entreprises continuent à être très actives au niveau européen, à revendiquer au travers justement de ces réseaux des chartes de la diversité un engagement fort et des actions, même si on a vu que certaines, et à Luxembourg aussi, continuaient à être actives mais voulaient moins mettre en avant la communication. Et c'est ça aussi qui a été félicité, que je souhaite redire aujourd'hui, c'est que bravo au CFL d'oser continuer à faire des conférences, parce que certaines entreprises continuent à être actives en interne, et le seul pas en arrière qu'elles ont fait, c'est de décider de ne plus communiquer publiquement sur leurs engagements et leurs actions pour éviter que ce soit visible, notamment dans le cadre d'appels d'offres ou de marchés qu'elles pourraient avoir avec des entreprises qui, elles, ont vraiment décidé de ne pas respecter, de respecter ce qui est demandé par les Américains. Voilà. Oui, ça peut-être, on a encore, en tant que CIAVEL, on a la chance d'être un établissement public. Oui. Et que là, certainement, des entreprises privées sont plus réticentes. Il y en a ce très peu sujet. à Luxembourg, hein. C'est très, très marginal. Encore, mais on espère que ce moment reste voilà, encore longtemps. et c'est pour ça que c'est important. Cette conférence le démontre. Il y avait beaucoup de participants dans la salle, beaucoup de témoignages de plein d'entreprises diverses et variées. Et ça montre que, je crois pas, puisqu'on a co-organisé, je crois pas qu'il y ait eu de soucis non plus quand on a souhaité avoir des témoignages. Personne ne nous a vraiment dit non, on m'interdit de le faire. Enfin, ça aurait pu être le cas, donc on peut aussi le dire aujourd'hui qu'on n'a pas rencontré ce genre de difficultés. Donc ça montre aussi que pour l'instant, on reste sur une vague, on reste sur nos acquis, mais il ne faudrait pas les perdre. Donc c'est vrai que de pouvoir aussi continuer à les montrer et à les mettre en avant, c'est très important.
Et par rapport à la question sur l'inspiration et sur les autres chartes sur ce sujet-là, c'est vrai que dernièrement, on était plutôt dans un réseau de vigilance que sur de l'inspiration, donc de se partager ce qui se passait sur ces sujets-là. Après, c'est vrai que l'actualité maintenant est encore sur d'autres sujets peut-être encore plus graves que celui-ci. Donc voilà. Et par contre, avec les chartes, on est beaucoup dans le partage de projets, de pratiques autour des sujets diversité de manière large. Et ce réseau est très riche et c'est très inspirant. On arrive bientôt à la fin, Nancy, donc plus globalement, quel rôle un réseau comme IMS peut-il encore jouer pour aider les entreprises à ne pas avancer seules sur ces sujets? On vient de l'expliquer aussi précédemment avec ce qui se passe avec les chartes de la diversité, de pouvoir se mettre ensemble à plusieurs. C'est très, très important, surtout en ces temps, de pouvoir fédérer, se mettre en réseau, échanger, se soutenir, s'entraider et partager. Pour moi, c'est primordial et c'est la vocation en fait de notre association et d'IMS, c'est d'aller chercher les acteurs. Donc, c'est pas que nos membres, puisque dans toutes les initiatives ou projets qu'on va mener, on va travailler avec les ministères, avec les chambres, parfois avec des communes, avec les associations aussi, ou enfin tout le secteur non-profit au sens large. En fonction de l'une ou l'autre thématique sur laquelle on va décider de travailler, l'important pour nous, c'est de rassembler, de fédérer et de se mettre d'accord sur quoi faire ensemble pour évidemment essayer d'avoir le plus d'impact et d'aller le plus loin possible pour changer les pratiques et finalement aller vers toujours plus de durabilité. Pour clôturer, qu'est-ce qui te semble te rendre optimiste aujourd'hui et sur quel point penses-tu qu'il faut encore rester particulièrement vigilant les prochaines années? La vigilance, elle est sur ce qu'on a évoqué pendant notre échange. C'est de maintenir le cap et d'avoir des organisations comme vous qui décident de publiquement dire ce qu'elles font, de continuer à agir et de rester sur l'agenda qu'on s'est fixé et de pas refaire des pas en arrière parce qu'on a des pressions externes qui nous obligeraient à faire différemment et qui mettent en péril nos valeurs qui pour moi sont fondamentales et qu'on doit continuer à garder. Voilà. Merci beaucoup donc pour cette conversation inspirante. Donc merci beaucoup Nancy. Merci Sandy et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc à bientôt et dans un prochain épisode pour poursuivre donc ensemble cette empowering journey.